âgées de 14 à 18 ans. Bien sûr, elles ont besoin d'énormément d'argent et elles comptent sur vous pour votre soutien. Si vous voulez les aider pour qu'elles puissent emmener ces jeunes à Londres, vous pouvez les contacter via leur adresse mail association.afond@gmail.com. Le Plessis-Bouchard, cette fois-ci avec Jeanne Rico, qui a été sélectionnée pour les demi-finales du concours Top Model Europe 2018 qui aura lieu demain à Bruxelles. Chaque année, des milliers de jeunes femmes et hommes issus de 15 pays européens y participent avec le rêve de faire carrière dans le mannequinat. Jeanne Rico sera l'une des candidates françaises des demi-finales de ce casting demain à Bruxelles. Un casting très prestigieux, c'est le grand casting concours internationaux pour oui, c'est l'un des plus grands, j'y arrive plus. Ce casting est l'un des plus prestigieux concours internationaux pour modèles et mannequins, voilà, qui a permis de découvrir de nombreux visages de la mode de demain et de favoriser le début d'une carrière grâce aux nombreux partenaires internationaux. Et pour cet habitant du Plessis-Bouchard, l'aventure a commencé voilà un an sur l'insistance de ses amis. Et pour refermer ce flash vanoisien, vous le savez, c'est Octobre Rose et la ville de Sarcelles vous propose ce matin une journée de prévention contre le cancer. À l'occasion de ce mois Octobre Rose, des stands d'information seront installés dès 9h au centre sportif Nelson Mandela, place de France, au programme prévention, dépistage. Et puis aussi, il y aura le départ d'une course à 9h30, la marche rose, pour destination la place de France sur la commune de Sarcelles. C'était votre flash vanoisien sur la radio du bien-être. Je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne journée. Et maintenant, place à l'émission Le Bar de l'économie, présentée par Florence Fleur. Donc là, il va y avoir le générique, et après, c'est parti. Bonne émission. Merci Christophe, à tout à l'heure. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien même ce matin. Je suis heureuse de vous retrouver pour 90 minutes d'information. Le bar de l'économie, c'est parti. Et bien à partir d'aujourd'hui, nous nous réjouissons car l'équipe s'agrandit, se renforce. Il y a toujours Quentin à la technique, mais c'est l'arrivée de Jacqueline Voraz. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Comme nouvelle animatrice. Donc aujourd'hui, eh bien, vous nous détaillerez l'info du jour, les infos à retenir et les infos spéciales Europe. Donc, toutes les deux, Jacqueline et moi, nous sommes ravis d'accueillir Claudia Caspi. Bonjour. Bonjour. Vous avez créé une crèche engagée, comme vous dites, tant pour les entreprises que pour les collectivités. Pour vous, le monde dans lequel nos enfants vont évoluer sera très différent de celui que nous connaissons. Pour leur offrir les atouts nécessaires, une préparation aux apprentissages adaptés à leur âge permet de donner aux enfants toutes les chances de réussir. Et vous avez créé la bulle musicale. Vous nous expliquerez tout ceci tout à l'heure, comment ça marche et jusqu'à quel âge on peut l'utiliser. À vos côtés, Marianne Blaillot, bonjour. Bonjour. 10 ans d'existence déjà pour l'association Orchestre à l'école que vous avez créée. C'est vous qui installez des orchestres dans les écoles et les collèges, principalement en zone rurale et dans les quartiers défavorisés. Et aujourd'hui, c'est plus de 1300 orchestres à l'école répartis sur l'ensemble du territoire. J'ajoute que vous avez créé aussi les 4 premières éditions du festival Bercy Musique Jardin d'éveil. Ça, c'est plutôt original. Alors avec vous, on verra innovation, pédagogie, partenariat, financement, etc. Tout ça pour nos petits ou moins petits peut-être. À vos côtés, Sébastien Mison. Bonjour Sébastien. Bonjour Florence. Vous avez créé en 2018 une start-up, enfin une nouvelle application en tout cas. C'est l'appli Karch, un nom un peu difficile à prononcer, je trouve, mais bon. Elle propose de simplifier et de sécuriser l'achat et la vente d'un véhicule d'occasion. On verra d'ailleurs avec vous comment ce nom est apparu. Ça nous intéresse. Et puis, combien de véhicules s'échangent par an, peut-être en France, ou peut-être on pourra peut-être même l'Europe, je ne sais pas. Peut-être que l'application pourra être réservée à plus loin que la France. On verra avec vous tout à l'heure.
Et puis Caroline Renou, bonjour. Bonjour. Vous présidez Birdeo depuis 2010, vous avez fondé d'ailleurs Birdeo, dont l'objet est le recrutement et la chasse de têtes spécialisées en développement durable. Donc 2010, à l'époque on en parlait à peine, de la responsabilité sociale des entreprises. Vous allez nous parler de finances responsables, d'achat durable j'imagine, d'économie sociale et solidaire. Et puis vous faites aussi du management de transition. Voilà, nous parlerons donc ensemble en plus des besoins des entreprises dans lesquels secteurs ils souhaitent avoir des spécialistes en développement durable. Et puis votre méthodologie nous intéresse, mais aussi vous avez publié une étude sur 4 ans, donc là on veut bien avoir le résultat. Et puis il y a beaucoup de choses avec vous aussi. Vous avez un livre que vous avez écrit, Comment faire carrière dans la RSE et le développement durable. Voilà un des nouveaux métiers pour les jeunes qui cherchent leur formation en ce moment peut-être. Alors, tout de suite, eh bien, on va faire un hommage. Alors, bien sûr, à 9h50 environ, c'est la chronique de Larissa Minoff pour la chronique immobilière. Et puis, bah oui, aujourd'hui, c'est l'hommage national à Charles Aznavour. Donc, on part tout de suite pour une pause musicale avec Charles Aznavour. On a sonné, il faut que j'aille ouvrir. Donc, c'est rare hein, que quelqu'un sonne, mais ça arrive, donc faut que tu repères, et puis il faut, voilà. J'avais pas entendu. Bah, de là-bas, peut-être, c'est normal. Donc 2 minutes, pas plus, hein, Quentin. Ça fait 1 minute. Non, mais là, on va pas... Donc, on fait pas plus de 2 minutes parce que sinon on perd le fil de ce qu'on raconte. C'est complètement... On n'est pas une émission musicale, il y en a déjà suffisamment. Donc, mais bon, il faut aussi faire des pauses parce qu'au bout de 7-8 minutes, l'auditeur, puis lui, les petits oiseaux, on le perd. Hein. Donc, il faut qu'on s'arrête. Alors, vous allez voir, c'est quelque chose, je vais me glisser dans votre conversation. Je vais vous faire rebondir ou je vais répéter peut-être, ça dépend des fois. Vous avez prévenu Christophe pour la semaine prochaine? Ouais, ça y est, j'ai envoyé un mail hier soir. Enfin, il va l'avoir, il va le lire ce matin, je pense. J'ai prévenu tout le monde. Sauf vous, parce que j'ai pas votre mail. Non, mais moi, Christophe est prévenu, c'est pour ça que j'ai envoyé le programme de qui fait les émissions selon les jours. J'ai vu. Bah oui. Roddy, il y a personne. Pardon? Roddy, c'est Si, non, elle est bien là. Non, c'est pas cette semaine-là. Et oui, c'était Mourir d'aimer de Charles Aznavour. Il faut que je vous raconte une petite histoire à propos de Mourir d'aimer. C'est une chanson qu'il a écrite suite à un fait, ce qu'on appelle les faits divers. C'était un fait très triste. C'était une enseignante qui s'était donc prise d'amour pour un jeune très jeune, enfin plus jeune qu'elle. Je crois qu'il avait 17 ans, ce jeune homme. Eh bien, comme la société à l'époque n'était pas du tout avec la même mentalité qu'à nos jours, eh bien, elle s'est suicidée, cette dame, parce qu'elle n'a pas eu... Enfin bon, elle avait... Voilà, donc c'est ça qui l'a fait écrire cette chanson. Allez, tout de suite, on part. C'est les infos du jour. Le vendredi, c'est spécial Europe. Alors, Jacqueline, du Code 9 en Europe depuis quelques jours. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais commencer par le Corps européen de solidarité. Qu'est-ce que le Corps européen de solidarité? Le Corps européen de solidarité est une nouvelle initiative de l'Union européenne qui vise à donner aux jeunes la possibilité de se porter volontaire ou de travailler dans le cadre de projets organisés dans leur pays ou à l'étranger et destinés à aider des communautés et des personnes dans toute l'Europe. Les jeunes qui participent devront accepter et adhérer à sa mission et ses principes.
Vous pouvez vous inscrire à partir de 17 ans, mais vous devez avoir plus de 18 ans pour pouvoir démarrer un projet. La participation au projet est ouverte jusqu'à l'âge de 30 ans. Au terme d'une simple procédure d'inscription, les participants peuvent être sélectionnés pour prendre part à un large éventail de projets, par exemple prévention de catastrophes naturelles, travaux de reconstruction, aide dans des centres de demandeurs d'asile ou assistance sociale auprès de populations dans le besoin. Les projets ont une durée de 2 à 3 minutes. Oui. Caroline souhaite réagir. Oui, Caroline Renaud, vous souhaitez réagir. Oui, je trouve que c'est une initiative vraiment formidable parce que ça répond à cette quête de sens que les jeunes générations ont. Et puis surtout, ce sont des projets aussi qui peuvent vraiment s'inscrire dans une professionnalisation et c'est quelque chose que les recruteurs aiment beaucoup. Et puis, c'est un complément donc d'Erasmus, il faut compléter cette information, effectivement, c'est très important. Alors, c'est pas aux jeunes de demander à partir à l'Europe, il va falloir que son projet soit porté soit par son établissement scolaire, soit par une association qu'il aura trouvée ici dans sa région et donc qui va l'envoyer quelque part. Donc, merci Jacqueline pour cette nouvelle info. Autre info, Jacqueline? Oui, la Commission européenne s'impatiente sur le chargeur mobile unique. Cela fait 10 ans que l'on attend, 10 ans que l'exécutif européen essaie de persuader les fabricants de smartphones à concevoir un chargeur unique pour tous les modèles, car on a recensé 51 000 tonnes de déchets électroniques annuels constitués uniquement de vieux chargeurs. En 2009, 14 fabricants avaient pourtant signé de leur propre chef un protocole d'accord pour harmoniser les chargeurs des smartphones. Est-ce que le chargeur unique verra le jour? On en doute. Merci Jacqueline. Autre info? Je crois que Sébastien... Oui, Sébastien Mison. Oui. Dans les smartphones, c'est vrai que 10 ans, c'est très long. On essaie de mettre une norme en place et ça prend 10 ans. Les constructeurs sont tellement puissants aujourd'hui que ce sera sûrement compliqué pour la Commission d'aboutir à ce... Donc on le verra peut-être jamais, vous voulez nous dire? Peut-être avec le chargeur sans fil. Peut-être, espérons. Autre info, Jacqueline. Quelques nouvelles du Brexit. Amertume, colère, chez Theresa May, probablement un peu des deux. Au lendemain du sommet de Salzbourg qui s'est conclu par un statu quo, Theresa May s'est vue refuser les conditions qu'elle voulait. Face au casse-tête de la frontière irlandaise dans les négociations du Brexit, Theresa May a prévenu qu'elle n'accepterait jamais un démantèlement du Royaume-Uni. Pour elle, les positions européennes sur la question de la frontière irlandaise reviendraient à séparer la province britannique d'Irlande du Nord du reste du Royaume-Uni. Dans un discours sans embâche, Theresa May a indiqué à la télévision « Nous sommes dans une impasse. Dans les négociations, j'ai toujours traité l'Europe avec respect. Le Royaume-Uni attend la même chose en retour. Je préfère une sortie de l'Europe sans accord qu'un mauvais accord. » Theresa May monte donc au créneau après ce que son pays appelle une humiliation. Ce qui la place dans une position très inconfortable sur la scène britannique, d'autant que se tiendra dans 8 jours le congrès de son parti. Conséquence de ces déclarations, la livre sterling a lourdement chuté ces jours-ci face au dollar et à l'euro. Autre information? Dernière info, Jacqueline? Oui, autre conséquence. En cas de hard Brexit, Toyota interromprait sa production au Royaume-Uni. Avertissement de la bouche même de Marvin Cook, patron de ce constructeur automobile japonais au Royaume-Uni. Marvin Cook a prévenu que si Londres sortait de l'UE sans accord, son usine de Burnaston verrait cette production interrompue, avant d'ajouter qu'il ignorait si cette interruption durerait seulement quelques heures, des jours ou des mois. Or, Toyota n'est pas le premier constructeur automobile à mettre en garde contre les conséquences d'un Brexit dur au Royaume-Uni. En juillet, Jaguar Land Rover avait menacé de réduire ses dépenses dans le pays dans cette éventualité. 2 mois plus tard, en septembre, BMW avait annoncé que son usine fabriquant la Mini au Royaume-Uni allait fermer 4 semaines, une fois la sortie de l'UE effective. Ceci afin d'éviter toute perturbation en cas de Brexit sans accord. Rappelons que dans cette usine Toyota de Burnaston, au centre de l'Angleterre, est assemblée sa nouvelle voiture familiale Auris. Quant à l'usine Toyota de Deeside, dans le nord du Pays de Galles, elle doit en fournir l'essentiel des moteurs. 2 usines qui emploient quelques 3000 personnes. Merci beaucoup Jacqueline. On a un auditeur qui vous souhaite bonne chance et bienvenue à la radio. Merci beaucoup Sacha qui nous écoute tous les jours.
Voilà, donc merci pour les infos Jacqueline Orage. On va tout de suite faire une nouvelle pause musicale avec Charles Aznavour. Et cette fois, j'en ai choisi Comme ils disent. Bah, hier, c'était très drôle. Il y avait un internaute qui disait, qui me demandait de dire à un des invités d'être plus sérieux et de je sais plus comment, d'être plus. Enfin bref. Alors, je lui ai pas dit tout de suite. Hein. Je lui ai dit qu'il y avait quelqu'un qui me disait coucou. Mais une fois, moi, j'étais la fille de Marseille et je lui avais dit je passe à la radio. Et donc, c'était à un moment, elle me dit souris. Je devais réfléchir. De toute façon, c'est vrai, parce que si tu ne souris pas, on la voit, ça s'entend. Ouais. On n'a pas besoin de voir. Là, tu sais, je devais écouter, je réfléchis. Donc, elle m'a dit souris. Donc la caméra, elle est ici. Hein, voilà pourquoi moi je me mets par ici, c'est pour que vous me regardiez vers la caméra. Bon, c'est agréable, ça fait plusieurs fois que je rencontre des gens qui me disent « Ah mais moi je vous suis tous les matins ». Et donc je me dis « Ah bah dis donc !» C'est vrai, c'est sympa. Ça fait combien de temps que vous présentez? Ça fait 1 an. D'accord. Je suis dans ma saison numéro 2, comme on dit maintenant. Il est toujours là, le monsieur, qui présentait, qui est parti au Japon. Oui, mais lui, maintenant il fait plus, il a quand même 80 passés, donc il fait plus que de la musique classique. En fait, sa femme, elle était chanteuse d'opéra, donc à eux deux, ils font des belles émissions de musique classique. Il fait, je sais plus si c'est 4h, 5h ou 5h, 6h, quelque chose comme ça. Mais pas tous les jours. Hein. Ça, on sentait vraiment dans son élément ici. Mais il a la voix en plus. Oui, une belle voix. Ouais. C'est agréable, des voix graves. Il y a une voix de stentor en fait. Puis on sent qu'il y a beaucoup d'aisance et puis de bonheur. Bon, après c'est toi sur le grill. Ouais. On fait combien de temps chacun Je vous laisse dire ce que vous avez besoin de dire. Voilà. Sinon, je raccourcis les musiques en fait. C'est tout ça. Les pauses, ce sera les différents invités qui font les pauses avec les changements de voix et puis voilà. Quelquefois la chronique qui va arriver vers 10h moins 5, moins 10, ça fait une pause, donc je mets pas de musique. Quand j'ai pas le temps. Quand vous avez trop de choses à dire, vous êtes là pour dire l'important, donc je peux pas vous couper. Enfin, non, bah non. Faut pas répéter. Quand je sens que vous allez commencer à répéter des choses et qu'on a dit ce que j'estime le principal, là voilà. Et puis si vous parlez trop longtemps, là j'interviens pour mettre une pause musicale, voilà, c'est tout. De toute façon, là, il faut que je jongle avec le temps, mais ça va, on est tout à fait dans les temps, tout va bien. On n'est pas en retard, même on a de l'avance. Je pensais qu'elle irait plus lentement ces infos, donc c'est super. Quelqu'un qui a appelé Pour moi. Merci. C'est Nicolas Flamand. Nicolas Flamand par rapport à un sénateur que vous avez interviewé, vous voulez interviewer. Oui. J'ai pris ce numéro, je l'ai pas. D'accord. Il a appelé au standard? Oui. Ah, c'est pour Sébastien Meurant? Je crois, possible. Oui, parce que je lui ai envoyé un SMS il y a 2 jours pour lui demander s'il voulait passer un matin le sénateur, parce que c'est les élections dans le Val d'Oise, c'est les élections du groupe LR. Et lui, donc j'ai eu Jacqueline Eustache-Brignot il y a quelques jours, et donc je lui ai proposé de passer. Donc ça doit être ça. Et tu crois que Sébastien Meurant... Tu vas la voir. Il réagit au passage de Jacqueline? Non, c'est parce que je lui ai demandé de passer. Oui, parce que si j'en fais passer un, je peux pas... Oui. Et donc il m'a toujours pas répondu. Elle se présente. Oui, ils sont tous les deux. Oui, mais ils sont tous les deux LR. C'est normal qu'il y ait 2 candidats. Oui, mais elle se présente parce qu'il a tenu le propos. Non, elle avait déjà annoncé sa candidature et lui aussi. Il n'a rien à voir. Les propos n'étaient pas déjà dits. Non. Je pensais que c'était une réaction. On y va? Ça fait combien de temps là? Ça fait 3 minutes. Ouais, allez, on y va. Oui. Pas de souci. Voilà, magnifique chanson d'Aznavour. C'est un poète, Charles Aznavour. Et ce matin, au bar de l'économie, nous lui rendons hommage national d'ailleurs, qui sera
donné aux invalides tout à l'heure. D'ailleurs, en pause musicale, on vous fera entendre un extrait de l'hymne national arménien, puisque le ministre se déplace. Et puis, bien sûr, on mettra aussi un extrait de l'hymne français. Alors, on est ravis d'accueillir notre première invitée, Claudia Caspi. Vous avez créé une crèche engagée, comme vous dites. Alors, ça fait combien de temps ? Eh bien, les crèches existent depuis 12 ans maintenant. La première est née en 2006 dans un quartier de Gennevilliers. Et donc, pour vous, le monde dans lequel les enfants doivent évoluer est très différent de ce que vous voulez dire d'avant. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Comment on peut éveiller nos enfants mieux qu'avant, peut-être ? Le monde s'internationalise, se mondialise encore de façon beaucoup plus forte qu'avant. Le monde change aussi de par l'environnement économique et le monde du savoir aussi change totalement. Je veux parler de l'intelligence artificielle. Donc demain, on sera dans un environnement que l'on ne connaît pas et que l'on n'arrive pas à appréhender aujourd'hui. Donc il y a plein de choses qui nous emmènent vers un terrain inconnu. Donc il faut donner un maximum d'atouts à nos enfants et justement notre démarche éducative est de leur permettre d'avoir un maximum de compétences, d'atouts, de curiosité pour justement être le plus préparé possible à ce monde que l'on ne connaît pas. Oui, mais alors là, on parle des tout petits, parce que le mot intelligence artificielle, pour un tout petit, on parle d'enfants de 0 à 3 ans. Lui, ça lui dit pas grand-chose, finalement. Non, ça lui dit rien du tout, sauf qu'il est dans une phase entre 0 et 3 ans, et ça maintenant, les neurosciences nous le mettent bien en avant, où le cerveau se construit d'une manière extrêmement rapide, comme il ne se développera plus après. Il continue à se développer, le cerveau bien entendu, mais entre 0 et 3 ans, il y a une démultiplication des connexions neuronales, des synapses, qui est extraordinaire, qui se font et qui se défont. Donc maintenant, on commence à comprendre qu'il faut investir dans le monde de la petite enfance. Et ça, c'est nouveau. Avant, la petite enfance, les enfants, il fallait les changer, il fallait les soigner, leur donner à manger, les laisser dormir. On les laissait dans leur coin, c'est ça que vous voulez nous dire. Exactement, et on se disait, il n'y a pas grand-chose à faire. Sauf que c'est absolument l'inverse. Oui, il y en a qui disaient même, c'est végétatif, voilà. On le nourrit, et puis c'est tout. C'est ça. Et donc, maintenant, on commence à se dire, il y a énormément de choses qui se passent, donc donnons-leur le meilleur environnement de ce point de vue. Alors, notre démarche, elle date de 12 ans, même antérieurement à ça, donc les neurosciences ne l'indiquaient pas de façon aussi forte. Ceci dit, on avait quand même cette intuition, oui, que de toute façon l'acquisition du langage par exemple se fait à ce moment-là, et évidemment pendant cette période qu'on peut croire végétative, en réalité c'est là où il y a toute l'absorption des phonèmes, des sons, de tout ce qui va préparer l'enfant à construire des mots, construire des phrases, des syntaxes, acquérir la grammaire. Donc, cette période-là, et on le sait maintenant, il faut qu'il entende un maximum de mots, de vocabulaire. Et ça, dans l'interaction. Donc, le travail des professionnels de la petite enfance est extrêmement important. Alors, donc, vous dites qu'il faut travailler le son, mais il n'y a pas que le son, j'imagine. Sur quoi travaillez-vous avec les enfants de 0 à 3 ans ? Eh bien, nous utilisons en fait les 5 sens, mais plus particulièrement l'ouïe, et l'ouïe au travers de la musique. Et on est parti de la musique comme le langage universel pour permettre à l'enfant de découvrir un maximum de sons et de sonorités et de hauteur, d'intonation, de rythme, etc. Parce que quand l'enfant naît, et ça c'est aussi, on le sait depuis pas si longtemps que ça, l'enfant ne naît pas sourd, en fait il naît avec une capacité auditive totale, telle qu'il n'entendra plus jamais dans sa vie, c'est-à-dire qu'il a une compétence d'écouter presque les infrasons et les ultrasons, il a une bande de fréquences énorme. Donc ça peut expliquer peut-être pourquoi il y a des gens qui plus tard ont une audition beaucoup plus développée que d'autres. Alors ça, je ne sais pas. Ceci dit, notre cerveau et notre oreille vont ensuite se spécialiser dans l'environnement sonore dans lequel l'enfant évolue, et ça commence à partir de 9-10 mois. Donc la capacité que l'enfant a à la naissance, à quelques mois, d'entendre les subtilités d'un accent hindi vont disparaître petit à petit parce qu'il va se spécialiser, il va économiser ses neurones et il va se spécialiser dans l'environnement dans lequel il évolue. Et nous, notre démarche, c'est de lui maintenir cette ouverture
la plus large possible, de façon ensuite à ce qu'ils puissent continuer à détecter ces subtilités, ces sons, voilà, tant faire se peut, et ça, c'est un acquis. Et ce qui ouvre au langage, donc ensuite. Et ce qui ouvre d'une part au langage et à l'acquisition aussi des langues étrangères, mais effectivement très fortement au langage. Alors pour travailler avec les enfants, parce qu'on peut appeler ça du travail finalement, Ouais. vous avez créé la bulle musicale. Oui, alors l'idée tout à la base, c'était de préparer les enfants au monde de demain. Ça reste toujours vrai, mais surtout dans l'acquisition des langues étrangères. Et puis on s'est aperçu qu'en fait, on les préparait à l'acquisition du français. Alors cette bulle musicale, c'est un outil qui permet à l'enfant d'entendre une multiplicité de sons différents en étant acteur. Ça, c'est extrêmement important. C'est lui qui décide d'entendre un son ou pas. Donc, dans cette bulle, c'est une forme d'igloo de 9 mètres carrés dans lequel un groupe d'enfants, de 5 à 10 enfants peuvent tenir et plusieurs adultes, 2 mètres 20. Enfin voilà, c'est une petite Donc la pièce. hauteur de 2,20 m, donc c'est très grand finalement. C'est assez haut. C'est capitonné, donc il y a une sonorité particulière et l'enfant rentre dedans, alors donc c'est en accès libre et il va toucher des parois tactiles et ces parois tactiles vont déclencher des sons qui sont des sons d'animaux, de rythmes, des ambiances sonores, des ambiances de la nature et des langues. Et il va choisir ce qu'il a envie d'entendre. Il a envie d'entendre la flûte de Pan, il a envie d'entendre le cri de l'ours, il va vouloir entendre comment les bruits de pas dans la neige, etc. C'est lui qui va chercher ces sons et dans la bulle, on fonctionne par voyage musical, c'est-à-dire qu'on part en voyage dans un pays et ensuite on lui propose une 50aine de sons qui sont en rapport avec l'environnement local en fait de ce pays ou de cette région de France qu'il va découvrir dans la bulle. Alors, est-ce que vous changez les sons par moment au niveau de la bulle? Vous faites évoluer les sons de la bulle pour pas que l'enfant ait toujours les 50 mêmes sons? Comment faites-vous? Oui, alors chaque mois nous changeons ces sons puisque chaque mois il découvre un nouveau pays. Donc dans un premier temps il va entendre ces sons. Au bout d'un moment, on va associer une image à ce son pour qu'il l'entende effectivement. Ah ben oui, c'est un ours ou là c'est un guépard, enfin, et qu'il puisse s'associer. Puis ensuite, on verbalise énormément. On travaille en racontant des histoires à partir des sons et des images selon. On fait des lotos sonores, c'est-à-dire qu'on va couper l'image et l'enfant doit deviner ce qu'il entend. Et puis tous les chants qu'il va aussi spontanément créer au sein de la bulle. Et puis toutes les activités de motricité, parce qu'un enfant, souvent, dès qu'il entend une musique, donc un rythme, il se met à danser, il se met à bouger, et quel que soit l'âge. Donc en fait là, il danse en même temps qu'il parle, enfin il essaye de parler puisque c'est l'apprentissage de la langue, et puis en même temps qu'il entend un son. C'est bien ça, Claudia Caspi? Dès que, en fait, même les tout petits, alors les petits vont commencer à avoir les yeux qui brillent, ils vont agiter leurs bras, leurs jambes en fonction du rythme par exemple, et puis ensuite les moyens entre 1 et 2 ans, ils vont danser, ils vont se trémousser, ils vont pousser des cris, ils vont dire des A, des O, chanter, etc. Et puis à 2-3 ans, là effectivement ils vont rentrer dans le langage, ils vont répéter, ils vont dire, alors à 18 mois j'ai un petit garçon qui était rentré dans la bulle et il voulait absolument entendre la flûte de Pan. Alors on était en Chine, c'était très très loin de la flûte de Pan, donc on a rebasculé au Pérou et j'étais avec des adultes et il était là, ce petit bonhomme de 18 mois, et tout d'un coup on m'a fait comprendre qu'il cherchait donc la flûte de Pan. Donc on va dans la banque de sons du Pérou et il trouve le son de la flûte de Pan. Et donc, où il entend ce son qui est vraiment très particulier, il nous a fait chut, il nous a demandé de nous taire et il a fait pan, pan, pan. Il était absolument subjugué par ce bruit de la flûte de Pan. Et des fois, on a des réactions des enfants extraordinaires au son qu'ils découvrent. Ils sont très, très sensibles à ça. Merci beaucoup, Claudia Caspi. Je vous propose de faire une petite pause musicale, toujours avec Charles Trenet aujourd'hui, en son hommage, bien sûr. Charles Aznavour, pardon. Ça appuie, moi. C'est parce que je pense son. Mais vous voulez pas passer à l'hymne national? Si, après vous allez enchaîner avec les 2 hymnes. Ok, là tout de suite là? Ouais. Vous allez nous mettre un extrait. Parce que je viens de dire qu'on lui faisait un hommage national, donc vous allez mettre un extrait, j'expliquerai après. Enfin, genre 2 secondes, hein.
Vous commencez par quoi? Français. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur l'évolution des enfants, enfin, ceux, hormis le son, ceux à quoi vous les... d'autres? La socialisation, Ouais. en fait, l'importance de la musique pour la socialisation. De nouveau, l'acquisition du langage, en fait, la recherche-action que l'on a menée avec les 70% de vocabulaire en plus, et le fait qu'on rentre dans le plan pauvreté présenté par le président mi-octobre, D'accord. début Et on finira sur peut-être le coût, combien, comme c'est des crèches privées ou pas? Ou c'est dans les entreprises? Non, c'est comme une crèche municipale, donc les parents payent en fonction de leurs revenus, donc il n'y a pas de différence de coût du tout. Hein. Mais enfin, vous êtes installé que dans les entreprises ou en dehors aussi? En fait, on est toujours installé en dehors et puis on regroupe plusieurs entreprises, on associe la ville. Par exemple, à Massy, la ville est engagée, toujours engagée. À Argenteuil, il y avait Argenteuil et Beson. Bon, là, c'est plus l'actualité. Il y a besoin encore ou pas? Non, Beson non Beson plus. ouais, parce qu'ils ont construit une autre crèche. Et puis, c'est pas la sensibilité spécifique de Beson. Mais là, on va. Ouais. Comment elle s'appelle cette chanson déjà? C'est comment cette chanson? Ah oui, formidable. J'enchaîne. D'accord. Allez-y. Vous laissez le premier couplet et puis c'est bon. Hein. Et j'enchaîne avec l'Arménie. Oui. C'est dommage, je voulais le faire sur Emmenez-moi, mais si le titre ne monte pas, bah tant pis. J'essaie de le charger de plusieurs façons, mais je sais pas pourquoi. Et sur la banque de données de la radio, il n'y est pas? Ah, je vais le chercher. Moi. Non, bah tant pis, ça fait rien. Si, moi je peux passer après. Ah bah, tout à l'heure, pas tout de suite. Je vais essayer de passer dessus. Voilà, on aura entendu plusieurs sons comme ça. Un hommage à Charlotte Aznavour. C'est pour ça que quand vous passez à l'antenne, c'est pour ça que je vous dis quand je vous envoie le mail de confirmation de le mettre sur vos réseaux pour que vos relations regardent, parce qu'elles peuvent interagir sur Facebook. Moi je le vois quand les gens, les petits messages se mettent les uns après les autres. Donc c'est bon. Bon, on y va? Oui. D'accord, bah allez-y. Ouais, ok. Juste après ou le prochain? Non, le prochain. Okay. Là, on reprend là. D'accord. Super, merci Quentin. Et oui, aujourd'hui, c'est hommage en musique à Charles Aznavour. Tout à l'heure, vous allez entendre aux Invalides l'hommage national qui va lui être rendu. Et comme je vous disais, pour cet énorme chanteur, ce monument de la chanson française, comme on dit, qui était connu internationalement, eh bien, le ministre de l'Arménie se déplace. C'est pourquoi on a choisi de vous faire entendre aussi un extrait de l'hymne national français, la Marseillaise, et puis de l'hymne national arménien. On revient tout de suite avec nos invités du jour, qui sont Claudia Caspi pour une crèche et la bulle musicale, Marianne Blaillot pour l'orchestre à l'école, Sébastien Mirzon pour Karch, et puis Caroline Renoux pour Burdeo. Tout de suite, on repasse la parole à Claudia Caspi. On parlait de son et du développement de l'enfant grâce au son et comment l'enfant associe le langage et le son. Et c'est comme ça, petit à petit, que l'enfant se met à parler. Alors, le langage, c'est aussi la socialisation de l'enfant. Oui. Donc, je pense que c'était aussi un autre objectif d'une crèche.
Oui, oui, et il y a différentes façons, et très naturellement, l'enfant effectivement se socialise, comme on dit, notamment en collectivité, il rencontre des pairs, ses petits copains, et donc les interactions naissent. Mais au travers de la musique, on renforce justement cette mise en lien, cette mise en relation, puisque la musique génère souvent des émotions chez tout le monde, et à commencer par les enfants, et ça génère une émotion qui est à peu près semblable. En l'occurrence, une musique gaie va générer une agitation sympathique chez les enfants, et ils vont se retrouver, ça va permettre des interactions, ça va permettre une unité qui fait aussi que les enfants apprennent petit à petit les règles de la vie en collectivité, et donc ça c'est le démarrage de la socialisation. Donc la musique, elle a un très fort pouvoir pour aider l'enfant à rentrer en relation avec les autres. Oui, tout comme le jeu pour apprendre des règles aussi, on peut faire apprendre d'autres règles avec les jeux tout simplement collectifs ou de société. Tout à fait, mais ça se fait encore plus facilement et plus naturellement avec la musique. Alors, Claudia Caspi, vous vouliez parler aussi des actions autour du plan pauvreté. Oui, en fait, le plan pauvreté est justement de permettre une intégration la plus rapide possible d'enfants qui peuvent être issus de milieux fragilisés et qui ont moins accès notamment au français, ce qui fait que potentiellement quand ils rentreront en maternelle, ils seront dans la difficulté de comprendre et d'interagir avec le professeur, ce qui veut dire qu'ils vont du coup avoir un décalage qui va se creuser, et donc avec toute la problématique scolaire que cela peut signifier. Donc quand on agit très en amont et on permet à ces enfants de rentrer dans la collectivité, de découvrir le langage et de découvrir les règles de socialisation, eh bien ils arrivent avec un avantage formidable en maternelle. Et donc ça, c'est quelque chose que le plan pauvreté présenté par Emmanuel Macron, sur lequel le plan insiste, et nous rentrons totalement dans ce cadre-là, puisque ce travail au travers de la musique, mais aussi de la diversité culturelle, puisqu'au travers de nos voyages, on part dans différents pays, donc on met à l'honneur des identités qui sont peut-être pas forcément présentées habituellement. Et donc au travers de tout ce travail, on s'inscrit vraiment dans cette démarche, et d'ailleurs nos crèches sont installées aussi dans des quartiers ou dans des villes où la mixité est très forte. Alors justement, dites-nous un petit peu où vous êtes installés, si on cherche à vous contacter. Alors aujourd'hui, nous avons 2 crèches à Gennevilliers, nous avons une crèche à Argenteuil, nous avons une crèche à Cergy-Saint-Christophe, une crèche à Massy et d'autres projets dans le 95. Qui vont se développer au fur et à mesure des mois. Donc si on cherche à vous contacter, si un parent cherche à vous joindre, comment fait-on, Claudia Caspi? Le plus simple est d'aller sur le site internet et soit de nous envoyer un mail par le biais du contact, c'est contact@capenfant.com et avec un S à enfant. Et sinon, de nous appeler tout simplement, le numéro de téléphone 01 70 61 67 61 est également présent sur le site. Donc sinon, on cherche sur Internet Cap Enfant tout simplement et on tombe sur votre site Internet, j'imagine. Voilà. Merci beaucoup, Claudia. Facebook également et LinkedIn aussi. Merci beaucoup, Claudia Caspi. On va continuer avec, justement, vous parliez du plan pauvreté, avec cette fois Marianne Blaillot pour, on va parler bien sûr d'orchestre à l'école, mais aussi on va continuer sur le plan éducation artistique et culturelle du ministère de la Culture. Qu'est-ce que ça va changer pour les enfants? Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, nous, on prend le relais de Claudia avec les orchestres écoles, puisqu'on transforme des classes en orchestre dans les écoles primaires et dans les collèges. Et l'objectif, effectivement, de cette éducation artistique et culturelle est de permettre aux enfants de se construire, de s'épanouir et aussi d'apprendre de se socialiser, d'apprendre à collaborer. Et il y a tout un tas de compétences, tout un travail, de valeurs qui sont acquises au travers de la pratique instrumentale collective. Donc concrètement, on prend toute une classe, tous les enfants de la classe, qu'ils soient bons élèves, mauvais élèves, quelle que soit leur origine et leur contexte social, et on leur propose à chacun un instrument. Et chaque semaine, ils ont 1 heure d'orchestre et 1 heure d'apprentissage de l'instrument par pupitre. Donc c'est toujours un partenariat entre un établissement scolaire, un établissement d'enseignement de la musique, à l'école de musique, au conservatoire, et une collectivité.
Et les professeurs du conservatoire se déplacent dans l'établissement scolaire et dans le temps scolaire, et en totale concertation avec l'équipe de l'école ou du collège, viennent proposer l'enseignement aux enfants. Et très vite, ils jouent en concert, D'accord, donc effectivement, donc ça, là c'est donc l'école qui doit accepter donc la venue d'un professeur extérieur finalement, c'est ça que vous me dites, hein, que vous nous dites. Alors ça va même plus loin que ça, parce que c'est un projet de territoire. En réalité, la mise en place d'un orchestre à l'école, c'est des acteurs du territoire qui se mettent d'accord. C'est-à-dire que c'est pas le conservateur qui vient dans l'école ou l'école qui demande au conservatoire de venir. C'est vraiment une concertation parmi les acteurs du territoire, et ça fait partie de la politique culturelle, éducative et sociale du territoire. Donc, c'est pour ça que les collectivités sont très fortement impliquées dans la mise en place d'un orchestre à l'école. Alors c'est vous qui initiez cette possibilité en général, ou comment ça se passe? En fait, chaque projet est un projet de territoire. Donc c'est vraiment, ça vient du terrain. Notre rôle en tant qu'association nationale et tête de réseau, c'est de permettre ce développement, de le faire connaître, de donner tous les outils, de guider les porteurs de projets et d'aider au financement. Mais c'est toujours une volonté locale de mettre en place ces projets, et nous on est appelés soit par un parent ou par un maire ou par un professeur de musique qui nous dit je voudrais mettre en place un orchestre à l'école, comment je fais? D'accord, donc en fait c'est quelqu'un à la base qui vous pose cette question et vous intervenez dans ce cadre-là. Et on les guide jusqu'à ce vous les guidez. le projet... Et vous parlez d'aide au financement, c'est-à-dire? Alors pour monter un orchestre à l'école, il y a un budget à prévoir. Il y a d'une part, on veut que chaque enfant ait son instrument de musique. Parce qu'en fait, dans le... Voilà, ça n'est plus l'instrument imposé à tout le monde, là chacun choisit. Ils choisissent en fonction des instruments qui sont enseignés par les professeurs qui sont impliqués, parce que le plus important c'est d'avoir les bons intervenants. Donc on achète un parc instrumental pour chaque orchestre à l'école, et c'est là que l'association intervient. On va chercher des fonds de notre côté auprès de grands mécènes, et puis on est aussi aidé maintenant par les ministères. Et on aide au financement des projets quand les projets sont bien montés. Et du coup, donc en 10 ans, vous avez réussi à mener 1300, je veux dire, projets. Oui, il y a plus de 35 000 enfants qui participent en France aux orchestres à l'école. Alors, qu'est-ce que ça... Au niveau de la pédagogie, en 10 ans, qu'est-ce que vous avez pu voir qu'est-ce que cette innovation a apporté à l'enfant? En fait, les impacts sont nombreux. En réalité, on prend des enfants qui n'ont pas toujours confiance en eux. Pour certains, ils sont même complètement en échec scolaire, qui n'ont pas toujours accès à la culture, que ce soit des questions géographiques ou culturelles. Certains sont complètement exclus ou s'excluent eux-mêmes de la culture. Et il y a des enfants qui sont en échec scolaire. Donc, on arrive avec un projet où on leur dit à tous, vous pouvez réussir. Et non seulement vous pouvez, mais vous allez tous réussir dans ce projet, parce que dans l'orchestre, tout le monde a sa part, tout le monde apporte sa petite pierre, et c'est ensemble, on construit un projet collectif pour faire de la musique. Et donc, on écrit les partitions spécialement pour eux. On a des pédagogues qui viennent là avec vraiment un objectif de les valoriser et de les embarquer dans le projet. Il y a une concertation avec leurs enseignants de tous les jours pour qu'on soit bien sûr que les partenaires extérieurs comprennent bien ce qui se passe dans la vie des enfants et puissent les accompagner. Et au travers de la musique, en fait, ils se rendent compte qu'il y a un résultat immédiat, puisqu'ils jouent tout de suite en orchestre, qu'ils non seulement ils réussissent, mais qu'ils y prennent du plaisir. Et puis que le travail amène encore plus de plaisir. C'est vraiment un couple qui fonctionne ensemble, et que chacun a sa place. Et donc, on a besoin de tous en revanche. S'il y en a un qui commence à faire n'importe quoi dans l'orchestre, qui veut aller plus vite que les autres pour montrer qu'il est plus fort, il embête tout le monde. Il faut que tout le monde aille au même tempo, suivre les consignes du chef. Et donc, au travers donc ça apprend beaucoup de rigueur en plus. Oui, donc ça amène à la fois de la rigueur, de la concentration, parce qu'on leur demande d'apprendre à jouer d'un instrument, et mettre un son, mais les mettre au bon moment, au bon rythme, en suivant les consignes d'un chef, en écoutant les autres. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pour un enfant qui n'est pas habitué. De l'entraide, parce que si le petit copain n'y arrive pas, on va l'aider. Ça amène une cohésion dans la classe.
Et les enseignants, les professeurs des écoles, mais aussi en collège, se rendent compte que ça change complètement l'ambiance d'une classe. Et même des enfants qui sont absentéistes et qui décident de venir pour l'orchestre. Donc ça fait partie c'est un levier pour les faire progresser. Et ça, sur le plan cognitif, ça apporte énormément aussi. Claudia l'a dit, maintenant il y a de nombreuses études qui le prouvent. Neurologique, oui. La pratique musicale améliore les capacités cognitives des enfants. Et il y a aussi l'aspect collaboration qui est très très important. C'est-à-dire que c'est une matière où non seulement on peut copier sur son voisin, mais c'est même conseillé. Oui, c'est l'inverse de ce qu'on doit faire habituellement. Et on a besoin de tous pour réussir. Donc en fait, il n'est pas question d'écraser les autres, mais au contraire de les inclure. Et puis, comme les enfants mettent l'instrument à la maison, on embarque les parents aussi dans l'histoire. Et souvent, on a des parents qui mettent les pieds pour la première fois dans l'école parce qu'en général, ils n'aiment pas ça. Ils savent que s'ils sont convoqués, c'est pour se voir juger ou entendre des choses désagréables sur leurs enfants. Mais là, on les invite à venir voir leurs enfants jouer. Et donc, ça permet vraiment de créer un vrai lien entre les parents et l'école. Et puis, on les fait aller aussi. Les enfants, après, se produisent dans le théâtre de la ville, dans un festival, parfois dans des grands événements. En mai, on a 6 orchestres à école qui ont joué sur la scène de l'Olympia. Oui, c'est comme ça qu'on découvre des pépites ou des futurs artistes, bien sûr. Aussi, oui, mais aussi qu'on permet aussi à ces familles de se rendre compte que c'est aussi pour elles et que c'est pas la musique, c'est pas réservé à une élite, c'est pour tout le monde. C'est pour tous. Donc ça crée vraiment quelque chose de durable et ce sont des projets qui durent 3 ans. C'est pas une activité qui se fait sur quelques mois. C'est-à-dire qu'une même classe va se suivre pendant 3 ans. Et de façon à ce que tout ce qui est appris, l'assiduité, le travail, la collaboration et la concentration soit bien ancré. Donc ça permet d'avoir des enfants qui sont plus épanouis et qui, là aussi, sont mieux préparés pour réussir dans la vie. Dans la vie. Alors, Marianne Blaillot, on peut commencer à quel âge ces projets, puisque ça dure 3 ans? Quel est le meilleur âge pour démarrer un projet de ce type? Alors, en primaire, on les démarre plutôt au niveau du CE2, c'est-à-dire ces enfants de 8-9 ans, parce que ça demande quand même le fait d'apprendre l'instrument. Alors déjà, il y a des aspects physiques. Il faut avoir des dents pour jouer des instruments en hanche. Et puis si par exemple on joue du trombone à coulisses mais que le bras ne permet pas de faire les notes jusqu'au bout, c'est un peu embêtant. Donc il y a cet aspect physique, mais c'est aussi ce que ça demande sur le plan cognitif. C'est difficile de l'acquérir avant, d'avoir un orchestre qui joue ensemble avant. Donc c'est du CE2 jusqu'au CM2. Mais en collège, ça va de la 6e jusqu'à la 3e. Merci beaucoup Marianne Blaillot. On va faire une nouvelle pause, mais cette fois pas une pause musicale. On va partir en pause chronique avec Larissa Minoff qui vient d'arriver dans nos studios pour la chronique immobilière. Bonjour Larissa. Bonjour Florence. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'impôt sur la fortune où aujourd'hui, voilà, donc à partir du 1er janvier, donc on ne parle plus de l'ISF mais on parle de IFI, l'impôt sur la fortune immobilière qui avait d'ailleurs soulevé des polémiques et ça donc à double titre. D'abord parce qu'elle dégageait les biens mobiliers de l'évaluation de la richesse des ménages, mais surtout qu'elle semblait pénaliser injustement les propriétaires. Étant donné que ceux-ci devront s'acquitter de cette imposition sur la fortune en fonction de la valeur de leur patrimoine foncier s'ils dépassent les montants définis par l'administration fiscale, d'ailleurs qui change tous les 1er janvier de chaque année. L'assujettissement s'effectuera à partir d'un patrimoine évalué à plus de 1,3 million d'euros avec des tranches qui s'étagent de 0,5% à 1,5%, en sachant qu'un abattement de 30% est prévu pour la résidence principale. Pour les biens détenus à l'étranger aussi, en effet, on aura compris que l'évaluation se rapporte au patrimoine immobilier détenu direct par chacun. Auquel il ne faut pas oublier d'ajouter les droits tels que l'usufruit ou la nue propriété, pour ne pas prendre que ces exemples ni le terrain à bâtir, dépendance ou autres bâtiments en cours d'édification. Les parts des sociétés peuvent être également incluses à partir pour le 1er janvier de cette année. Donc si vous détenez des parts de sociétés elles-mêmes propriétaires des biens immobiliers,
Vous devrez tenir compte que votre quote-part de ces biens lors de votre déclaration, seulement si vous possédez 10% du capital de ces entreprises. Vos parts éventuelles de SCI ou SCPI aussi sont imposables de la même manière. Donc la loi des finances se montre très précise à cet égard car elle indique qu'il s'agit de la valeur représentative des biens immobiliers détenus directement ou indirectement. Un petit conseil, que si effectivement vous êtes assujetti, vous avez tout intérêt à vous entourer des conseillers experts au moment d'établir votre déclaration, au risque de vous voir redresser un jour ou l'autre par Bercy. Merci beaucoup Larissa pour cette chronique immobilière sur l'IFI. On rejoint tout de suite Marianne Blaillot, puisqu'on parlait donc de l'association, son association Orchestre à l'école. Marianne, donc on a vu un peu tout le bienfait que ça apporte aux enfants, mais ça fait 10 ans que vous existez. Où vous trouve-t-on, j'imagine, en région parisienne par exemple? Vous avez démarré, je crois, en Val d'Oise justement. Le premier orchestre à l'école a été mis en place à Cergy. C'était dans un collège avec une classe de primo-arrivants, donc des enfants qui aucun ne parlait la même langue. Et ce projet, ce sont des classes où il y a 20 enfants et traditionnellement, ils finissent dès qu'ils ont 16 ans et ils sortent de la classe. Et dans cette classe-là, les 20 enfants sont allés jusqu'à la 3e. Et c'est comme ça que l'aventure a démarré et qu'on s'est rendu compte que la musique pouvait vraiment changer l'avenir des enfants. Donc, alors, si on cherche à vous contacter, comment fait-on, Marianne Blaillot? Alors, le plus simple, c'est d'aller sur notre site internet, Orchestre à l'école, on tape Orchestre à l'école. Et là, il y a toutes les informations qui décrivent les orchestres à l'école et tous les numéros de téléphone pour nous contacter et les emails. Voilà, ici, on peut dire où est-ce que vous êtes installé avec les 1300 projets donc, Dans 96 départements en France. Donc tous les départements, finalement, il y a au moins un projet par Même département. dans les dom-toms. On a 17 orchestres à l'école à La Réunion. Donc vous avez des relais ensuite pour pouvoir vous développer un peu plus ou bien... C'est tout notre enjeu de changement d'échelle, puisqu'on vient d'être très fortement aidé par les ministères de la Culture, Cohésion des Territoires et Éducation nationale. Donc là, on est précisément en train de monter un réseau pour... Voilà, donc c'est comme une start-up, mais sous forme associative. Tout à fait. Voilà, vous allez donc vous développer, j'espère, encore plus. D'ailleurs, dans les pays d'Europe, c'est l'Allemagne qui est beaucoup plus en avance que nous sur la musique, puisque énormément d'enfants sont presque obligés de faire quelque chose, en tout cas, d'artistique. Et souvent, ils choisissent la musique. Merci beaucoup, Marianne Blaillot. Merci. On va faire une petite pause musicale, et puis après, on va rejoindre notre start-up du jour. C'est Emmenez-moi, là? Sébastien Mison, oui. C'est ce que j'ai noté. Ça fait 2 minutes? Oui. Ben on y va. Voilà, sur EDFM, on est toujours au bar de l'économie avec Charles Aznavour, à qui nous rendons hommage. Vous venez d'entendre
Emmenez-moi, le titre, un de ses titres phares, bien sûr. Alors, mes invités du jour sont Claudia Caspi pour Cap Enfant et la bulle musicale, et puis Marianne Blaillot pour Orchestre à l'école. Vous venez de les entendre toutes les deux. Et puis, j'ai aussi à mes côtés donc Sébastien Mison et Caroline Renaud. On va tout de suite passer la parole à Sébastien Mison pour la start-up qu'il a créée. Enfin, en fait, c'est une application. Alors, Sébastien, comment vous est venue cette idée? Donc, c'est une application qui permet à tout particulier d'acheter ou de vendre son véhicule d'occasion. Elle a été créée par l'expérience personnelle, tout simplement, en voulant vendre mon véhicule. Et je trouvais qu'on n'était pas assez aidé ou accompagné, ou que les offres qui étaient présentes étaient assez chères et qui n'aidaient pas vraiment l'utilisateur. Donc on a créé cette application qui permet, à partir d'une simple photo, de reconnaître automatiquement un véhicule. On identifie la marque, le modèle, la date de mise en circulation, et vous pouvez directement soit le vendre votre véhicule en ayant une cotation marché, non pas une cotation de professionnel, mais une cotation marché du véhicule. C'est-à-dire que vous analysez pour un même véhicule le montant moyen que s'est vendu une voiture similaire. Exactement. C'est-à-dire qu'on a un partenariat avec l'Argus et on a monté une cote spécifique qui prend en compte les transactions entre particuliers. Et ce qui fait qu'on donne le prix, un prix de référence pour l'acheteur et les vendeurs. C'est-à-dire que quand on crée son annonce, quand on veut vendre son véhicule, le prix auquel sera affiché le véhicule, ce n'est pas le prix auquel le vendeur veut vendre son véhicule, mais c'est ce prix de référence qui est une base unique et équitable pour l'acheteur et le vendeur, et ils vont pouvoir ensuite négocier un tarif. Parce que de toute façon, quand on achète un particulier, il y a forcément une négociation et on essaie de trouver le meilleur prix, qu'on soit acheteur ou vendeur. Bien sûr. Alors, j'imagine que vous dites, votre application va repérer même l'année du véhicule à partir d'une simple photo. Ouais. Donc, ça veut dire que vous avez introduit de l'intelligence, ce qu'on appelle maintenant l'intelligence artificielle. Oui, alors ce qu'on fait, c'est que si jamais un véhicule vous plaît dans la rue, vous lancez l'application, vous prenez une photo de ce véhicule, et on va reconnaître la plaque d'immatriculation, et on va récupérer automatiquement la marque, le modèle, et son année de mise en circulation. À partir de là, on va vous proposer, si vous souhaitez acheter ce véhicule, on va vous proposer les véhicules équivalents qui sont en vente sur notre plateforme, Bien sûr. sur Karch. Si vous voulez vendre votre véhicule, vous allez également prendre une photo. On va repérer également cette information-là et vous allez donner quelques informations complémentaires, donc la finition de votre véhicule et le kilométrage, et on va vous donner la cotation immédiate. Donc, comment faites-vous? Vous dites qu'à partir de la plaque d'immatriculation, vous remontez l'information jusqu'à l'année, donc, j'ai bien compris, de mise en circulation. Oui. Alors, comment faites-vous pour... vous avez créé toute une base de données? On a nos petits secrets, évidemment. On veut tout savoir. Non, mais il y a des bases de données qui existent à ce niveau-là. On n'aura pas le nom du propriétaire. Il faut savoir que si on prend la photo et on récupère l'immatriculation, on n'a pas les données personnelles dans ce monde de RGPD actuel. Évidemment, il faut faire très attention. Donc, on a vraiment simplement les informations techniques du véhicule, et encore assez simple. Et ensuite, on vous demande quelques informations complémentaires. Alors, votre application s'appelle Karch, un nom que je trouve un peu personnellement difficile à prononcer. J'aimerais bien savoir comment vous est venue l'idée de ce nom, et puis surtout, ce qui m'a intéressé dans votre application, c'est que vous sécurisez l'achat et la vente. Donc, est-ce que vous garantissez le paiement, c'est ça? Alors, exactement. On garantit deux choses. On garantit le paiement, premièrement. On utilise des services de start-up. On a une sorte de compte de séquestre sur Internet. Donc, quand vous créez votre compte Karch, quand vous voulez acheter un véhicule, vous allez verser les fonds sur votre compte sur la plateforme. Et ces fonds seront séquestrés. Ça reste votre argent, mais ils sont chez nous. Et pour finaliser la transaction, pour finaliser l'achat du véhicule, à ce moment-là, l'acheteur va dire je suis OK pour vendre 5 000 € mon véhicule à monsieur Untel. Et monsieur Untel va dire je suis OK pour acheter 5 000 € le véhicule, et automatiquement les fonds sont transférés du compte de l'acheteur vers le compte du vendeur. Ce qui fait que les fonds peuvent aller uniquement d'un acheteur vers un vendeur identifié. À partir du moment où ils l'ont confirmé. Donc. Exactement. Et ce qui est important de savoir, c'est que les informations de l'acheteur et du vendeur les informations personnelles sont validées. On a une validation bancaire des deux personnes. Ce qui fait qu'on est vraiment au sein d'une communauté de gens sérieux. On n'est pas un inconnu, et on n'achète pas à un inconnu, et on ne vend pas un véhicule à un inconnu. C'est ça qui est important, c'est qu'on reste entre gens sérieux qui sont validés bancairement,
ce qu'on appelle dans le jargon bancaire le KYC, le Know Your Customer, qui sont les règles pour éviter tout ce qui est blanchiment d'argent et ce sont des règles européennes. Tout à fait, c'est des règles européennes. Donc, combien se vend-il de véhicules en France? Alors, juste la deuxième garantie, avant, et je répondrai à votre question après, la deuxième garantie, c'est la garantie du véhicule. Quand on achète sur Karch, on garantit 3 mois le véhicule pour l'acheteur. Donc, automatiquement, il va avoir une garantie de 3 mois. Donc, on sécurise à la fois le paiement du vendeur et on sécurise également l'achat et le produit pour l'acheteur. Alors, s'il y a un souci, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est la garantie qui prend, en charge la réparation ou ce qui ne va pas à côté technique, parce que exactement. On ne peut pas deviner. Si, évidemment, la garantie, toujours vous savez très deviner, bien, bien ça reste sûr. une assurance, si les pièces sont dans ce contrat, sont prises en compte par le contrat. Pour votre question, combien de transactions par an se font en France? Il se fait environ 5 millions de transactions entre particuliers en France par an. Donc c'est un très gros marché que vous visez. Voilà. Alors, parlons un peu maintenant stratégie d'entreprise. Comment avez-vous fait pour monter cette structure? Est-ce que c'est de la love money? Est-ce que vous avez fait appel à des business angels? Expliquez un petit peu. Alors, on est accompagné par un groupe de distribution automobile qui a été intéressé par notre projet et qui a sponsorisé le projet. Donc, on est une équipe de 4 personnes où on a développé l'application et on est aujourd'hui, l'application est lancée depuis début juillet. Oui, c'est donc tout frais, c'est bien ce que je dis, c'est une start-up. Exactement. Disponible sur Google Play et sur iOS et également sur karch.fr. Karch, donc, si on est intéressé par vendre sa voiture, eh bien, il faut taper carth.fr. Alors, il manque un C. C-A-R-T-C-H. C-A-R-T-C-H. C'est car, voiture, plus match ou catch. Voilà. Ah, donc c'est l'abréviation, ce nom, c'est l'abréviation du mot car, voiture en anglais, et du mot match, maintenant je comprends mieux. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Sébastien Mison. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. C'est très intéressant de garantir justement, parce que des sites de vente de véhicules d'occasion, il faut avouer qu'il y en a quand même beaucoup. Donc je trouve que c'est très intéressant de garantir, à la fois de sécuriser les paiements et à la fois de garantir le véhicule, en tout cas au moins pendant 3 mois. Voilà, donc je rappelle le nom, c'est cartch.fr si vous êtes intéressé pour vendre votre véhicule d'occasion. Tout de suite, une nouvelle pause musicale et ensuite, on va retrouver donc Caroline Renoux pour Burdeo. Donc vous êtes le Shazam de la voiture, alors. Bravo. On est le Shazam et le Tinder de la voiture. Voilà, exactement. Tu pouvais le dire, hein, tu peux intervenir. Mais vous avez raison. C'est tout à fait ça. Et on a une présentation un peu à la mode Tinder, où vous choisissez vraiment... En plus, on peut même, si on fait ça, on peut même avoir l'estimation finalement de sa voiture. Complètement. Avec la photo. Complètement. On va peut-être le dire ça. Ouais. Et puis vous avez la possibilité de faire un 360 de votre véhicule. Vous avez une vue, oui. Avec les iPhones, oui, avec les autres marques, je sais pas. Vous allez avoir ce type de vue. Et ce qui est intéressant, c'est... Comment vous avez fait ça? Juste avec la photo Ouais, quand vous prenez votre véhicule, vous allez peut-être donner vous allez les... dire quel format vous avez de véhicule, vous allez faire un... Mais ça c'est sur l'appli? Ouais, c'est sur l'appli. Et vous avez un gabarit automatique. Non, mais nous, si on prend une photo, comment il faut faire d'abord? Vous prenez la photo, et puis ensuite vous allez sur l'appli, et puis vous vous positionnez directement, vous mettez votre véhicule pour que ça aille dans le gabarit. On met toutes les photos qu'il faut. Les 8 photos pour faire 360. Et une fois que vous avez fini, on reconnaît automatiquement la plaque, on reconnaît la marque, le modèle, etc. En 3 minutes, vous avez fait votre annonce. Donc on va expliquer quand même le fonctionnement technique peut-être pour l'annonce. Ouais. Donc peut-être tu peux intervenir pour dire ce que tu as dit. Comme ça, il va pouvoir reprendre la parole et en même temps expliquer. Voilà, et après on passe la parole à Caroline. 2 minutes. En 2 minutes, ce sera dit. Ah oui. Hein? Quentin, on reprend ouais. Voilà, nouvel hommage à Charles Aznavour qui nous a quittés cette semaine, malheureusement pour nous tous. Alors, nous étions en train de parler voiture avec Sébastien Mison. Jacqueline, pour vous, c'est le Tinder de la voiture, c'est ça? Eh bien, ça m'a fait penser à
Ça m'a fait penser au Shazam, hein, donc le Shazam de l'automobile. C'est un peu ça, on est à la fois le Shazam de l'automobile parce qu'on découvre, on identifie le véhicule avec une photo, et on est un peu le Tinder parce qu'on peut dire j'aime pas sur un véhicule quand on recherche le véhicule. Et quand on crée l'annonce, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir créer un 360 de votre véhicule extérieur et avoir vraiment une vue 360 qui va être reconstruite de votre voiture. Combien de photos faut-il prendre pour faire le 360? On prend 8 photos. Il faut prendre 8 photos Oui. et ensuite, votre application fait elle-même le tour de la voiture avec les photos. Exactement. On prend les photos et on les présente de telle sorte que vous avez vraiment un 360 qui est reconstruit. Et une fois que vous avez fait ce 360, c'est le début de l'annonce. Après, on reconnaît l'immatriculation, on vous donne l'ensemble des informations, vous mettez le kilométrage, et là, vous publiez votre annonce automatiquement. Et une chose importante également, qu'aiment bien les utilisateurs, je ne sais pas si vous avez vu sur des sites existants, mais les utilisateurs cachent la plaque d'immatriculation avec leurs doigts sur la photo, ils mettent un cornet de glace, ce genre de choses. Alors nous, on fait l'anonymisation de la plaque pour vous. Voilà. Oui, c'est important pour ne pas se faire piquer son numéro de plaque. En fait, c'est ça. Pourquoi on cache les plaques d'immatriculation. Merci Sébastien. Donc, je rappelle votre site, votre application, donc à télécharger sur Apple Store ou Google Play. C'est cartch.fr, décidément. C'est cartch.fr. Caroline Renoux-Bordéo, que vous présidez depuis 2010. Donc, vous avez créé en fait un cabinet spécialisé dans le développement durable bien avant l'heure, finalement. Pour vous, donc la RSE, donc la finance responsable ou l'achat durable, c'est important. Alors, quels sont donc les besoins des entreprises actuellement? Est-ce que c'est en augmentation? Est-ce que les entreprises, ça y est, ils en ont pris conscience? Et puis aussi, peut-être, dans quel secteur sont prioritaires dans ce domaine? Alors, j'ai créé Bordéo en 2010. C'est vrai qu'à l'époque, c'était très précurseur. D'ailleurs, nous n'avions pas de concurrents et nous avions peu de clients. En revanche, on commençait quand même pas mal à parler du développement durable, puisque c'était après le Grenelle de l'environnement. Et il y avait quand même un certain nombre de directeurs développement durable qui existaient. Aujourd'hui, ce que je constate en 8 ans d'existence, c'est que les choses ont vraiment beaucoup bougé et dans le bon sens. Et ça s'est énormément spécialisé et sectorialisé. Il y a 10 ans, on était généraliste du développement durable. Aujourd'hui, on va faire de la finance responsable, des achats durables, par exemple. Donc, il y a des métiers qui apparaissent et après les secteurs qui sont très porteurs en ce moment. Il y a notamment la grande consommation, que ce soit le secteur de l'habillement ou le secteur agroalimentaire. Alors, agroalimentaire parce qu'on pense à la santé. On pense à la santé, on pense aux déchets aussi. Exactement. Voilà. Et donc ce sont les deux secteurs en ce moment les plus, ceux qui embauchent à la limite le plus. Alors, il y en a un troisième qui est vraiment intéressant, c'est le secteur de la finance. Pourquoi c'est C'est-à-dire oui, parce que oui, comment peut-on faire voilà. En fait, de plus en plus, le secteur financier, quand ils vont décider d'investir dans une entreprise, ils vont regarder ce qu'on appelle les critères ESG, donc environnement, social et gouvernance. Parce qu'ils ont analysé que c'était un risque beaucoup trop important de ne pas le faire. Alors ça, c'est dans le monde entier. Et en France en particulier, on a des contraintes réglementaires fortes qui font que maintenant, ces critères sont à prendre en compte. Quels sont les métiers, alors donc, nouveaux finalement, qui apparaissent dans le domaine du développement durable et de la responsabilité sociale des entreprises? Alors, il y a... en fait, quand j'ai démarré, le développement durable, c'était uniquement dans ce qu'on appelle les directions développement durable. C'était le directeur développement durable. Voilà, il y avait un seul métier, ça s'appelait directeur, et tout était noyé là-dedans. Exactement. Aujourd'hui, il y a toujours un directeur développement durable et on en aura toujours besoin. En revanche, ça commence à s'intégrer dans les autres métiers. C'est-à-dire que dans certaines directions marketing, on commence à avoir des spécialistes de ce qu'on appelle marketing responsable. Dans les directions achats, on a ce qu'on appelle un acheteur responsable. Pareil dans la logistique.
Pareil dans les directions financières. On a des gens qui font ce qu'on appelle du reporting intégré, c'est-à-dire ils font le reporting financier de l'entreprise et ils font le reporting extra-financier. Donc extra-financier, c'est ce dont je vous parlais, c'est tous les critères d'environnement, de social et de gouvernance. Alors parlons maintenant côté salarié, j'allais dire, le côté compétences. Vous avez publié une étude. Qu'est-ce qu'elle dit, cette étude, au niveau des compétences? Quels sont les besoins, quelles sont les attentes? Voilà. Alors, tous les ans, depuis 4 ans, on publie une étude sur ces métiers et ces compétences. Oui, qui sont nouveaux, donc c'est plutôt bien de publier quelque chose, parce que ça fait partie des nouveaux métiers qu'on ne connaît pas, en fait. Tout à fait. On interroge notre communauté, notre base de données. Et ce qu'on constate, c'est que le secteur se professionnalise et se structure. Donc, comme je l'expliquais, avant le développement durable, c'était pour les généralistes et maintenant, ça se spécialise. Après, ça reste en plein boom. Par exemple, on demande aux gens à chaque fois de nous dire le métier qu'ils font. Et l'année dernière, on a dû avoir 900 réponses et je pense qu'on a eu 800 dénominations de métiers différentes. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est aussi en c'est en mouvement, oui, voilà. Exactement. C'est pas figé, que ce ne sont pas des métiers figés, en fait. Alors, quelles sont les compétences? On va reprendre peut-être les métiers les plus demandés et même, admettons, on va prendre l'exemple de la finance et du marketing, par exemple. Pour ces deux métiers-là, qu'est-ce qu'il faut comme compétences pour pouvoir obtenir les jobs qui sont à pourvoir en ce moment? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, donc des jeunes et des moins jeunes, qui ont envie de donner du sens à ce qu'ils font et qui s'adressent à nous parce qu'ils se disent voilà, j'ai fait ma carrière classique ou je viens de terminer mes études, j'ai envie de travailler en entreprise, mais je veux donner du sens à ce que je fais. C'est super, mais ça ne suffit pas. Parce que c'est complexe le développement durable, c'est complexe et c'est difficile à mettre en place. Donc il faut certes connaître un métier, un secteur, donc je reviendrai dessus après, mais il y a un socle qu'il faut pour tous les gens qui s'intéressent à ces sujets. Donc il faut une culture générale très forte du développement durable, c'est-à-dire que même si on fait de la finance, il faut quand même s'intéresser à ce qui se passe dans les achats, il faut quand même s'intéresser à ce qui se passe dans le monde d'une façon générale et puis à la législation. Et il faut des compétences, des savoir-être, donc ce qu'on appelle soft skills, vraiment importantes et beaucoup plus que dans d'autres secteurs. Je vais prendre l'exemple du digital. Aujourd'hui, quand vous faites du digital et que vous arrivez en entreprise, on vous déroule le tapis rouge, vous avez un gros budget et tout le monde sait que ce que vous faites est important. Dans le développement durable, ce n'est pas le cas. Donc il faut des gens qui soient vraiment courageux, parce qu'on n'a pas toujours des messages agréables à dire. Il faut des gens qui soient vraiment persistants, parce qu'il faut revenir toujours à la charge. Et il faut adopter une attitude, il ne faut pas adopter une attitude de militant. C'est-à-dire qu'on peut être militant dans sa vie personnelle, c'est très bien, mais en entreprise, si on va juste voir le directeur marketing en lui disant tu arrêtes d'utiliser ces produits quand tu fais quelque chose parce que c'est pas bien pour l'environnement, ça ne sert à rien. Il faut aller voir le directeur marketing et lui expliquer que ses consommateurs, par exemple, vont être sensibles au fait qu'il utilise des bons produits ou qu'on peut les remplacer en utilisant moins de déchets et donc les coûts de production seront moins élevés. Et c'est vraiment cette attitude qu'il faut avoir, c'est création de valeur. Alors, est-ce que, parce qu'on a parlé de personnes qui pouvaient donc changer d'activité, oui. Est-ce qu'on peut se former dans ces cas-là à l'apport de compétences supplémentaires, au mieux-être, au savoir-être? Et comment fait-on et où va-t-on pour se former? Si, admettons, on va reprendre toujours notre exemple dans le marketing ou la finance, oui. Puisqu'on a pris ces deux bases-là. Donc c'est déjà important d'avoir des compétences dans ces deux domaines. Alors, si en plus il faut acquérir cette autre compétence, où va-t-on? Comment peut-on guider nos auditeurs? Alors, il y a plein de formations aujourd'hui, enfin l'offre de formation
en responsabilité sociale des entreprises ou en développement durable aujourd'hui est vraiment très importante. Donc la première chose, c'est de se demander quel type de formation on veut faire. Est-ce qu'on veut faire une formation diplômante et longue? Donc là, par exemple, je peux recommander le master à Dauphine, qui est vraiment très intéressant, ou bien le MBA développement durable qui se trouve à La Rochelle. Ou alors, il y a des formations qui sont beaucoup plus courtes et qu'on peut faire en gardant une activité professionnelle à côté et qui sont aussi beaucoup plus rapides. Donc là, il y a par exemple l'Institut des futurs souhaitables ou bien les masterclass qui dépendent de l'école centrale de Paris. Donc là, le format, c'est quelques mois, une fois tous les 15 jours, 3 heures en fin de journée. Oui, donc c'est tout à fait faisable. Exactement. Voilà, même si on travaille, finalement, on peut acquérir cette notion. Caroline Renaud, on va faire une nouvelle pause musicale et puis on revient avec vous pour parler de votre livre. Et on a un peu amorcé votre livre, là, j'ai l'impression. Oui. Justement, on va continuer. Enfin là, on parlait d'acquérir une compétence en plus si on était déjà diplômé de quelque chose. Oui. Hein, on est d'accord. Donc maintenant, on va aborder votre livre. Comment faire carrière si on vient de passer son bac. Finalement, c'est une nouvelle filière. Oui, c'est ça. Mais le livre, il s'adresse aussi aux jeunes diplômés, les gens en reconversion et les gens qui sont dans le domaine. Donc vous donnez toutes les clés des formations dans ce livre? Il y a des listes de formations, il y a des MOOC aussi. Oui, j'imagine. Il y a beaucoup de témoignages. Est-ce qu'en ce moment, c'est une dernière question que je vais vous poser avant d'aborder le livre, est-ce qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi en ce moment non pourvues? Oui? Ah bon? Victoire! C'est dingue. Donc, et quel que soit l'âge, quelqu'un de 55 ans, il peut retrouver du travail grâce à... Est-ce qu'on va accepter quelqu'un de 55 ans et plus dans ces domaines-là? En fait, il y a deux questions dans votre question, donc c'est compliqué. C'est pas, on ne peut pas se réveiller un matin et se dire je vais faire du développement durable. Parce que comme je l'expliquais, il y a quand même des solides. Non, mais imaginons quelqu'un qui a 55 ans qui fait une formation complémentaire. Ouais. Est-ce qu'il est accepté? Il y a des métiers qu'on a passé 55 ans, plus personne n'en veut. Il faut être honnête. Hein. C'est. Franchement, les seniors, c'est difficile. C'est difficile aussi. D'accord. Ce qui se fait beaucoup, c'est les freelances. Donc moi, j'ai beaucoup de seniors qui font des missions en management de transition ou en freelance. Et il y en a après qui ça donne un CDI. Et puis certains, ils sont très bien en management de freelance. Oui, bien sûr. D'accord. On reprend ? Eh bien, nous voici de retour au bar de l'économie. C'était bien sûr toujours Charles Aznavour à qui nous rendons hommage aujourd'hui. Donc, Caroline Renaud, nous parlions de développement durable et de recrutement dans ce domaine. Vous avez publié un livre, Comment faire carrière dans la RSE et le développement durable. À qui s'adresse ce livre? Est-ce que je sois jeune, débutant ou senior, je peux trouver tout ce qu'il me faut pour démarrer une carrière dans ce domaine? Alors, la raison principale pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre, c'est que chez Burdeo, nous sommes très sollicités par des jeunes diplômés, par des gens qui veulent se reconvertir, par des gens qui sont dans le secteur et qui veulent savoir comment évoluer. Et malheureusement, nous n'avons plus le temps aujourd'hui de rencontrer tout le monde. Donc c'était aussi ma façon de pouvoir donner l'information à ces gens-là. Alors on va peut-être donner la maison d'édition, s'ils veulent le trouver, ce livre. Oui, bien sûr, c'est VA Édition. Et on peut le trouver sur le site de la FNAC et d'Amazon. Alors, donc, dans ce livre, vous donnez toutes les clés pour faire carrière. Alors, c'est-à-dire? Alors, il y a une entrée pour les jeunes diplômés et une entrée pour les gens qui sont en reconversion et ceux qui sont dans le secteur et qui souhaitent se reconvertir, puisque les problématiques ne sont pas les mêmes. Elles évoluent en plus. Exactement. Et puis les lois évoluent aussi. Donc vous avez dit qu'il fallait quand même pas mal se tenir au courant de la législation.
Alors ça, c'est la base. pour tout le monde. Il faut se tenir au courant de la législation, donc des contraintes qui arrivent, mais il faut se tenir aussi au courant des innovations, donc des choses qui se passent. Une des questions que je pose systématiquement à mes candidats en entretien, c'est pouvez-vous m'indiquer une démarche de développement durable dans une entreprise que vous trouvez particulièrement inspirante? Ça me permet de tester la culture générale. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions comme ça d'emblée que vous posez? Une autre question, ça va être comment est-ce que vous vous tenez au courant de ce qui se passe dans le développement durable? Ou pouvez-vous m'indiquer les grands événements auxquels il faut aller? Voilà, vous voulez être sûr que le candidat est vraiment intéressé, que ça ne soit pas juste comme ça un petit coup de tête, j'imagine, quand il vient répondre à une annonce. Est-ce qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi à pourvoir en ce moment? Alors, c'est un secteur qui est en plein boom. Il y a vraiment beaucoup d'offres à pourvoir. Ce qui est très difficile, c'est que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est complexe. Le panel de compétences qu'on veut est complexe. Et large, en fait. Exactement. C'est-à-dire, si on prend le cas de la finance responsable, il nous faut des gens qui comprennent la finance, il nous faut des gens qui comprennent le développement durable et qui, en plus, ont les qualités dont j'ai parlé, donc culture générale, convaincant, pas militant, courageux, etc. Voilà, il faut être souple en fait de toute façon. Exactement. Jacqueline a une question à vous poser. Oui. Pouvez-vous nous parler des salaires qui sont proposés dans ces métiers? Alors, ce sont des métiers qui sont extrêmement différents. C'est-à-dire que on peut à la fois avoir quelqu'un qui va travailler dans une grande banque internationale et on peut avoir quelqu'un qui va travailler dans une petite structure de l'économie sociale et solidaire. Donc, bien évidemment, les salaires ne vont pas être du tout la même chose. J'ai publié une étude, alors pas celle de 2018, mais celle de 2017. Il y a des indications selon les salaires, dans le secteur, selon les structures. Et pour tenter de répondre à votre question, globalement, les salaires, si on retire l'économie sociale et solidaire, où là les salaires sont moins élevés, globalement les salaires sont à peu près équivalents au reste des emplois. C'est-à-dire, vous êtes mieux payé dans une grande entreprise du secteur du luxe par rapport à une PME dans le secteur de la grande distribution. Caroline Renaud. Pardon, parce qu'un élément important, c'est que les salaires des hommes et des femmes sont à peu près équivalents. Ce qui là est une vraie différence par rapport aux salaires classiques des cadres où les hommes sont mieux payés que les femmes. Oui, effectivement. Merci Caroline Renaud. Alors Marianne Blaillot, peut-être vous voulez compléter? Juste donner un exemple de comportement de développement durable. On a parlé des crèches Cap Enfant qui préparent les enfants à la musique et au son. Et en fait, Cap Enfant a décidé d'aider un orchestre à l'école à naître dans son secteur. Donc à Taverny, cette année, il y a un orchestre à l'école qui se monte grâce à Cap Enfant. Et ça, je pense que ça fait aussi partie du développement durable de ces entreprises qui s'intéressent aussi aux associations qui œuvrent dans le même secteur. C'est-à-dire qu'en fait, on commence à décloisonner dans notre société plein de métiers qui étaient côte à côte et finalement, c'est ça un peu la RSE, c'est l'objectif en fait. Ah ben c'est la grande mission du directeur développement durable. C'est aussi d'apprendre à décloisonner cette économie et faire en sorte que ce soit beaucoup plus inclusif. Donc l'ensemble d'un territoire, par exemple, profite de la richesse de l'entreprise. Alors Caroline Renaud, il nous reste juste 2 minutes d'antenne, donc j'aurai encore plein de questions à vous poser, mais je vais quand même rappeler votre livre, Comment faire carrière dans la RSE et le développement durable. C'est chez VA Éditions et ça vous donnera toutes les clés, qu'on soit jeune diplômé, qu'on soit en reconversion ou qu'on soit senior. Je voudrais quand même justement qu'on dise un petit mot pour les seniors parce qu'on sait qu'en France, on a du mal à les recruter. Alors que peut-on faire en tant que senior dans ce domaine du développement durable ? Moi, ce que je recommande aux seniors, parce que oui, c'est clair, c'est plus difficile de retrouver un CDI. Alors, la PEC dit que c'est 42 ans. Ah bon, on est senior à 42 ans, ça c'est chouette. Selon les critères de la PEC, qui sont statistiques, on est senior à 42 ans. Ce que je recommande aux seniors, c'est de faire ce qu'on appelle du management de la transition ou de faire des missions en freelance en fait.
en général, ils sont très bons, ils ont développé une expertise, un savoir-être, et c'est des choses qui passent très bien. Puis on est peut-être plus patient, effectivement, passé 40 ans qu'avant. C'est vrai que l'apanage de la jeunesse, quelquefois, voilà. Donc, merci beaucoup, Caroline Renaud. Peut-être un petit mot de conclusion, si vous aviez quelque chose, une petite clé à donner aux auditeurs, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils sachent pour ce domaine? Vraiment, ce sont des métiers passionnants, en plein boom, qui permettent de transformer la société et le monde dans lequel on vit. Dans tous les secteurs d'activité, on peut dire. Exactement. Donc, je ne peux que encourager les gens à le faire, mais il faut le faire sérieusement. Alors là, vous avez combien d'offres à pourvoir en ce moment? En ce moment, sur le site, on doit en avoir une 50aine. Voilà, donc si vous cherchez du travail, eh bien, écoutez, allez voir sur le site donc, de Birdeo, je rappelle le nom, birdeo.fr.com tout simplement. Voilà, en tout cas, nous, on vous remercie tous et toutes d'être venus ce matin pour parler, c'était passionnant. De tout ce qu'on peut faire et de l'éveil dès le plus jeune âge et puis ensuite, même après, en intégrant bien sûr le développement durable dans tous les secteurs économiques. On vous retrouve dès la semaine prochaine. Bon week-end à tous. Au revoir. C'est des chaud. Il reste que 7 secondes.